Salut à vous, Seth. Bonne semaine. Oups, j'ai oublié le chat de la semaine. Je reviens. Alright. Ok, alors, ce chat-là, c'est Dentelle. Ça se trouve être la tante de Adèle que vous avez vu la semaine passée. Fait que je vais la relâcher. Hey, Dentelle. Belle petite face. Mais oui. Alright, on va prendre ce qu'on était. Donc, la semaine dernière, on a vu à la page 152 l'encaisse avec principalement de la gestion de l'encaisse. Ce qu'il faut comprendre de ça, parce qu'on a vu on a utilisé un chiffrier électronique que je vous décris, un chiffrier Excel que je vous ai décrit, que finalement, si vous avez une petite entreprise, vous pourriez, sans utiliser les logiciels comptables, uniquement un fichier Excel pour faire votre comptabilité, et en vous assurant d'avoir avec exactitude les montants d'encaissement et décaissement. Encaissement, c'est toutes les entrées d'argent que vous avez pendant la période, donc comptabilisez ça une fois par mois. Et décaissement, ben, c'est toutes les dépenses qui sont enregistrées également aux dépenses. Alors, sûrement qu'avec un outil comme cela, un fichier Excel, vous seriez en mesure de faire une comptabilité pour une petite entreprise sans avoir recours à un logiciel comptable ou sans avoir à le faire selon tous les cycles qu'on a fait depuis le début de façon manuelle. Il s'agit tout simplement qu'à la fin de votre exercice financier, que vous refilez le tout à votre comptable, puis à ce moment-là, lui, il va vous charger un prix pour ça, évidemment. Mais lui, il va faire toute la comptabilisation au niveau de l'actif et du passif, chose que vous n'avez pas vraiment besoin dans le quotidien pour gérer l'entreprise, pour vous assurer que vous avez les liquidités requises pour payer vos dettes. D'ailleurs, en haut de la page 153, petit rappel, par rapport aux objectifs de la gestion de l'encaisse, donc s'assurer d'avoir assez de liquidité pour payer vos dettes, mais aussi comptabiliser avec exactitude les entrées et les sorties d'argent, donc encaissement, décaissement. Ce qui est justement l'outil qu'on a à utiliser pour ça, c'est le budget de caisse qui était ici sous forme de fichier Excel. Et finalement, ce qu'on va voir aujourd'hui, prévenir les pertes dues au vol ou une mauvaise utilisation des sommes d'argent, alors peut-être des erreurs tout simplement. Alors, tout ça, on peut remonter cet objectif-là avec un plan de contrôle interne. Je ne reviendrai pas sur le budget de caisse, seulement que vous informer que j'ai rendu disponible sur l'EA certains documents, dont un document qui s'appelle Comptabilité de caisse, journaux des encaissements et des décaissements, je vais revenir plus tard là-dessus, vous n'avez pas besoin de le regarder pour l'instant, on va voir ça plus dans la section des taxes qui va être la prochaine section. Alors, je suis à la page 156. Alors, pour éviter d'avoir justement des erreurs ou s'assurer qu'il n'y ait pas de fraude ou de vol en entreprise, il faut que le contrôle interne établisse certaines lignes directrices et des mécanismes justement pour que l'entreprise puisse réaliser ses objectifs. Et avoir une conduite ordonnée, c'est-à-dire prévenir les risques d'erreur ou de fraude dans son entreprise. Donc, évidemment, en ayant certaines tâches prédéfinies, comme dans une grande entreprise, je regarde, mettons, je compare le Collège de la Flèche. Où la Flèche, vous avez un service financier qui est détaché, évidemment, de l'administration. Et ce service-là, bien, normalement, c'est plus qu'une personne qui travaille pour la comptabilité de l'entreprise. Alors, déjà, s'il y a plus d'une personne, ben, ça élimine les possibilités d'erreur. Donc, ça prendrait, il faudrait que s'il y a deux personnes ou plus qui travaillent sur la finance, qui pourraient fournir l'entreprise, il faudrait qu'elles soient toutes les deux d'accord et complices pour pouvoir le faire. Par contre, quand on a des petites entreprises, des petites PME, puis que c'est quasiment impossible de faire une bonne répartition des tâches, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait la même personne qui touche à l'argent des dépôts que celle qui fait de la comptabilité, ce qu'on appelle des tâches incompatibles. À ce moment-là, il faut trouver d'autres moyens pour s'assurer un bon contrôle. À ce moment-là, il faut que justement, idéalement, ce ne soit pas la même personne qui va faire les dépôts à la caisse, donc qui compte l'argent, faire les rapports de caisse, faire les dépôts, que celle qui va la comptabiliser par la suite.
pas nécessairement parce qu'il risque d'avoir du vol ou de la fraude, mais éventuellement, s'il y a une erreur, ben, l'erreur pourrait perdurer puis ne pas être décernée. Dans le cas d'une très petite entreprise, le propriétaire, lui, a à éventuellement faire un grand nombre d'opérations pour s'assurer qu'il y ait un bon contrôle au niveau des opérations les plus risquées, entre autres tout ce qui s'appelle encaissement. Okay? On dit que dans la page 156 que le plus grand nombre de fraudes ou d'erreurs se produisent surtout lors d'une vente au comptant. Alors ça, comme si la personne, ce qui arrive le plus couramment possible, c'est que la personne paye et le préposé à la caisse, lui, punch un zéro, punch autre chose que la vente d'un produit. À ce moment-là, à la fin de la journée, ben, tout ce qui n'a pas punché, ben, il met dans ses poches, évidemment, si c'est payé sous forme d'argent. L'utilisation de cartes de crédit, cartes de débit fait qu'on a il y a moins de contraintes à ce niveau-là, puis c'est plus facile d'avoir un contrôle quand c'est payé, que ça n'est pas payé en argent comptant. Fait que ça, au niveau des tâches, c'est de répartir les tâches entre différents employés le plus possible pour éviter ce genre de situation-là. L'autre moyen, ce sont les outils. Alors, la technologie fait qu'il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui utilisent des systèmes comptables qui sont intégrés à la caisse enregistreuse. Alors, aussitôt qu'il y a une transaction d'effectuer au niveau de la caisse enregistreuse, à ce moment-là, ben, elle est comptabilisée et à la fin de la journée, le rapport doit être similaire avec tout ce qui s'est fait comme enregistrement à la caisse et au système comptable. On a aussi l'utilisation d'un lecteur optique qui fait que quand on scanne un produit, à ce moment-là, bien, on voit le prix apparaître sur la caisse enregistreuse et à ce moment-là, c'est pratiquement impossible pour le caissier d'encaisser de l'argent, même si c'est payé comptant. L'autre, et puis par rapport au lecteur d'optique, vous allez dans des grandes chaînes comme les Walmart, Canadian Tire, puis à ce moment-là, il y a une erreur, bien, vous vous rendez compte qu'on appelle souvent un supérieur qui arrive avec une clé, puis qui fait une manipulation, rentre un code sur la caisse enregistreuse, puis accepte de le remboursement ou de rectifier du moins l'erreur qu'il y a eu. L'autre façon de faire, à part les tâches et les outils, ce sont les procédures. Alors, ça même le fait de déposer fréquemment l'argent, ben, va diminuer évidemment le risque de fraude ou de vol. Dès qu'il y a des sommes importantes, je pense qu'il faut les déposer de façon régulière. Maintenant, vous avez aussi différentes façons, hein, avec vous pouvez scanner, photographier un chèque et le faire déposer de cette façon-là, qui est pas mal utile. Sinon, ben, quand vous avez des sommes d'argent, bien, c'est le déposer de façon la plus régulière possible. Bon, enfin, si on parle de dépenses, on dit que tout paiement devrait être effectué par chèque, mais écoutez, c'est de moins en moins vrai. OK? Martine, excusez. Martine, oui. Pardon. C'est la semaine prochaine, Martine. Bon. Alors, c'est ça. C'est souvent payé par chèque, mais de moins en moins vrai. On voit de plus en plus de paiements faits par carte de débit, par carte de crédit, par ce qui est depuis tendance depuis quelques années, puis qu'on essaie beaucoup de faire maintenant, surtout avec le confinement qu'on vit de nos jours. Ce sont des virements bancaires. Donc, on peut, à partir d'un compte, si on prend Desjardins qui a accédé, à partir d'un compte bancaire, on peut rentrer le nom d'un fournisseur, puis à ce moment-là, le payer de cette façon-là par le virement bancaire. Par contre, ce qu'on procède par chèque, qui est encore bon, à ce moment-là, en ayant des chèques prénumérotés et en ayant idéalement la personne qui signe les chèques n'ait pas accès au livre comptable, bien là, on vient de diminuer de beaucoup le risque de fraude. Dans une petite entreprise, bien, le propriétaire, lui, devra enregistrer ses opérations au système comptable lui-même et signer les chèques lui-même, parce que c'est peu probable que si c'est une entreprise à lui, qu'il se fraude lui-même, qu'il se vole lui-même. Donc, il n'y aura pas vraiment de problème à ce niveau-là. Dans une moyenne grande entreprise, à ce moment-là, on privilégie le paiement par chèque avec 2 signatures. Donc, au moins 2 personnes doivent signer. Ça se fait aussi par les systèmes comme Accéder, ça veut dire que vous pouvez faire le paiement et pour compléter la transaction, bien une deuxième personne va comme signer virtuellement le paiement. Alors, même chose que pour un chèque, vous avez 2 signatures sur un chèque. Et à ce moment-là, souvent, c'est le directeur général qui a sa signature. Sinon, le trésorier, lorsqu'il y a un conseil d'administration qui est présent dans leur entreprise.
Alors, lorsqu'on parle de contrôle, le système de contrôle pour l'expédition d'un chèque, lorsqu'on voit la page 157, un bon de commande, un bon de réception, ben, je voudrais que c'est plus ou moins vrai. Ça se fait évidemment encore, là, mais c'est plus ou moins courant. Ce sur quoi on se base pour faire les paiements, ce sont la facture qui est reçue et qui est vérifiée par rapport à l'estimation, si jamais votre fournisseur vous a fait une, une soumission, donc s'assurer que la soumission, la facture est conforme à la soumission reçue. Alors, en ayant ça de cette façon-là, ayant une facture, en enregistrant la facture dans le logiciel comptable avec le numéro, ça va vous éviter de payer 2 fois la même facture, puisque le système ne vous permettra pas de, lorsque vous allez rentrer le numéro de facture et si vous l'avez déjà payé, le système ne vous permettra pas de procéder en disant que cette facture a déjà été payée. Si jamais ce n'est pas des gros montants, ben à ce moment-là, c'est là qu'on commence ce qu'on fait finalement, c'est qu'on utilise la petite caisse. Petite caisse, bien, on voit ça dans les pages suivantes, donc à partir de la page 158. Ça existe toujours dans les entreprises, par contre, c'est un outil qui est tend à être moins utilisé qu'auparavant, il est moins présent pour différentes raisons. Hein. Le fait que c'est souvent, ben, la petite caisse, en quoi ça sert premièrement? Ben, on dit comme définition que c'est une somme qui est déposée dans un coffre en vue de payer des petites dépenses. Mais ce qui arrive maintenant, c'est que vous avez de plus en plus d'employés qui ont des cartes de crédit personnelles. Et vous savez comment ça marche, la carte de crédit. On fait les dépenses, puis on reçoit le relevé mensuel, puis on a tant de jours pour payer. À ce moment-là, bien, c'est un peu comme ça qu'on procède maintenant. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une petite caisse, donc un fonds d'argent monétaire dans un petit coffre, les employés paient les dépenses qu'ils ont à faire et à ce moment-là, demandent un remboursement à l'employeur. C'est comme ça que je procède. Moi, dès que le montant varie entre 50 et 100 $ à ce moment-là, ben, je leur dis faites une demande de remboursement. Puis des fois, c'est rien que des petits systèmes, un stationnement à 5 pièces, des timbres pour 2 pièces. Des fois, c'est des petites dépenses comme ça qui s'accumulent. Puis l'employé peut payer par lui-même et rembourser par la suite. Sinon, ben, on a l'utilisation de la petite caisse qui demeure. Pourquoi aussi que c'est un outil qui tend à disparaître? C'est parce que vous avez beaucoup de paiements maintenant avec des terminaux. Alors des terminaux qui se connectent après des caisses, puis des paiements par Interact, par Square. Donc, c'est toutes des utilisations de paiement maintenant qui font que la petite caisse est en voie de disparition, bien qu'elle soit toujours présente dans l'entreprise. Fait qu'on dit que c'est une procédure qui est rapide et peu coûteuse, puis qu'il faut donner la responsabilité de la gestion d'une petite caisse à une seule personne. Vous allez voir, c'est pas tellement compliqué, mais il y a comme une procédure quand même à suivre pour ça. Évidemment, là, le montant qui va dans la petite caisse, bon, c'est souvent en haut de 100 $, ça peut être plus, mais il faut penser que cette petite caisse, on va comme piger dedans pour payer les petites factures, puis il faut pas l'avoir à la renflouer trop souvent. Et si c'est le cas, bien, il va falloir augmenter le montant qui est dedans. Avant de passer à la mise en situation, donc je prends la pause parce que la capsule est assez longue et je vous reviens avec création d'une petite caisse à la page 158.